Bienvenue au Conte policier. Je suis votre hôte, Antoine. Une broche volée, un invité disparu et des murmures sous un masque de velours. Élargissons ce cercle d'amateurs de mystère. Dites-moi d'où vous nous regardez aujourd'hui. Vos messages égayent toujours ce voyage, j'ai hâte de lire les vôtres. Maintenant, commençons. C'était une de ces fraîches matinées d'automne qui semblaient presque trop parfaites pour durer. Les feuilles du village de St. Mildred avaient pris un rouge doré, de ce genre qui donnait une lueur joyeuse même aux pierres tombales du cimetière. Les enfants donnaient des coups de pied dans les tas bruissants en allant à l'école, et les ménagères s'activaient dans High Street avec des paniers d'oignons, d'œufs et de ragots. Rien, à première vue, n'aurait pu paraître plus charmant. Au cœur du village, le Birchwood Ladies Club se dressait sereinement derrière une édive taillée, son portail en fer forgé fraîchement repeint d'une douce teinte crème. Autrefois manoir d'un baronnet depuis longtemps oublié, il avait été légué par sa sœur veuve pour servir de refuge culturel aux femmes raffinées du comté. Cette mission s'était atténuée au fil des ans, mais le club restait ce qui se rapprochait le plus de l'aristocratie dont St. Mildred pouvait se targuer. La soirée masquée annuelle du Birchwood Club était, selon les standards locaux, un événement marquant, non pas pour sa splendeur, même si les canapés étaient toujours admirables, mais pour le lent déroulement des longues jupes, les mains gantées et les ressentiments à peine dissimulés. Derrière les voiles et les masques, il était largement admis que les gens se comportaient un peu plus honnêtement. Ainsi, lorsque Miss Jane Marple reçut son enveloppe couleur crème portant le sceau doré du Birchwood Club, elle l'ouvrit avec la même curiosité polie qu'elle manifestait pour la plupart des choses de la vie, comme si elle s'attendait à trouver quelque chose de désagréable caché sous quelque chose de tout à fait ordinaire. À l'intérieur se trouvait une carte pliée sur laquelle était écrit « Le Birchwood Ladies Club vous prie de bien vouloir nous accompagner à notre bal masqué annuel d'automne, le samedi 14 octobre à 19 h. Danse, rafraîchissement et un mystère dévoilé. Costumes encourages. » Miss Marple plaça la carte près de sa tasse de thé et regarda pensivement par la fenêtre de son cottage. Le jardin, récemment débarrassé des derniers rosiers d'été, paraissait plutôt paisible. Mais quelque chose dans la formulation d'un mystère dévoilé persistait dans son esprit. Une pointe de théâtralité. Pas vraiment typique de Madame Arabella Glenworth, qui présidait le club et était connue pour son allergie au flair. Murmura Miss Marple. Son neveu Raymond, le romancier, aurait insisté sur le fait qu'elle imaginait des choses. Qu'un bal masqué dans un village endormi n'était rien de plus que cela. Mais Jane Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que lorsque les gens se cachaient derrière des costumes, littéraux ou non, ils en montraient souvent plus qu'ils ne le voulaient. Le lendemain matin, chez le boucher, les conversations tournaient déjà en rond comme des oiseaux avant l'orage. « J'entends Lady Caradine se déguiser en Cléopâtre », dit Madame Finch depuis la poste, avec un reniflement qui suggérait qu'elle n'appréciait pas les plus de 60 ans en lamé doré. Et la femme du révérend Tollé a commandé un masque vénitien à Londres, ajouta la jeune Dora Moffat, qui balayait la boulangerie et avait toujours de la farine dans les cheveux. Elle a dit qu'il avait de vraies plumes. De l'autruche, je crois. Miss Marple écoutait avec un intérêt poli, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle se souvenait d'un événement du printemps précédent. Une dispute au déjeuner du club dans le jardin entre Arabella Glenworthy et une femme plus jeune, aux cheveux auburn et à la voix un peu trop forte au goût du pasteur. Comment s'appelait-elle? Miss Langan? Non, Miss Langridge. Oui, Viola Langridge. Pas de coin. De Cheltenham ou d'un endroit similaire. La dispute s'était terminée par un verre de vin renversé sur les genoux et des excuses très guindées. C'était 6 mois plus tôt. Elle se demandait si elles seraient toutes les deux présentes. Le soir du bal masqué, les nuages s'étaient amoncelés bas et gris sur St. Mildred's et une légère bruine rendait les allées pavées lisses et scintillantes. Mais à l'intérieur du Birchwood Club, la salle de bal brillait d'une lumière chaleureuse, des lustres scintillant au-dessus de tables de verre à vin, d'assiettes de tartes délicates et de coupes de dragées. Les costumes allaient de l'élégant à l'absurde.
Il y avait au moins 3 reines Élisabeth, une bergère et une femme dont on jurait qu'elle était habillée comme l'ancienne institutrice du village, bien que personne ne se souvienne exactement de son nom. Miss Marple portait une simple robe bleu marine et un masque bordé de dentelle, cousu main par sa mère dans sa jeunesse. Elle avait refusé de porter un éventail. De sa place près de la cheminée, elle observait avec intérêt les échanges entre les invités. M. et Madame Chudleigh, les cousins de l'épicier, rôdaient près du bol de punch. Le révérend Tollé, inexplicablement déguisé en pirate, semblait éviter sa propre femme. Une femme vêtue d'une cape bleue raffinée resta seule un moment avant de rejoindre la table de jeu. Miss Marple remarqua qu'il s'agissait de Miss Langridge. Elle était venue. Madame Glenorchy aussi. Elle ne s'était pas adressé la parole une seule fois. À 8h30 précises, une cloche sonna et les lumières s'éteignirent. Arabella Glenworth, portant une perruque poudrée et une robe richement brodée, peut-être autrefois couleur crème, se tenait au fond de la salle et leva son verre. « Mes amis, annonça-t-elle, ce soir n'est pas seulement une soirée d'élégance et de divertissement. Comme promis, nous avons prévu un mystère spécial pour vous divertir, un jeu innocent, bien sûr, même si j'ose dire que certains d'entre nous apprendront peut-être quelque chose les uns sur les autres avant la fin de la soirée. » Il y eut des rires polis et quelques regards interrogateurs. Miss Marple leva sa tasse de thé. Ce fut à 9h10, juste au moment où la danse commençait et où la musique s'amplifie, que le premier cri traversa la salle. Il provenait du salon de jeu, et il était aigu, indéniablement réel. Plusieurs invités se précipitèrent vers lui, masque de travers. Miss Marple resta où elle était, car avant même de se lever et de suivre les autres dans la salle désormais silencieuse, elle avait déjà deviné ce qu'ils allaient trouver. Cela ne ferait pas partie des divertissements de la soirée. Et ce ne serait pas un jeu. Le lendemain matin, la nouvelle de l'incident du Birchwood Club s'était répandue dans toute la paroisse de Saint-Mildred comme le vent dans le lierre sec. Personne n'avait encore qualifié cela de meurtre, du moins officiellement, mais chaque pot de confiture remué et chaque miche de pain coupé ce dimanche-là était accompagné d'un murmure. Effondré pendant la danse, disait-il. Non, non, c'était dans la salle de jeu. Violente, j'ai entendu dire. Je savais que quelque chose allait arriver. Je n'avais jamais fait confiance à cette langue. Pas du coin, vous savez. Le corps avait été retrouvé juste derrière les portes en toile verte qui séparaient la salle de jeu du couloir arrière. Viola Langridge, toujours vêtue de son costume de Marie-Antoinette, robe bleu pâle et perruque poudrée maintenant légèrement de travers, gisait affalée près du canapé. Son masque était tombé sur le côté, et sa main gauche était repliée sur son visage, comme sous l'effet de la surprise. C'était Madame Pembroke, l'une des plus anciennes membres du comité, méticuleuse en matière de ponctualité, qui était allée chercher un châle oublié et avait trébuché sur le corps. Son cri avait suffi à faire s'écraser un plateau de petits fours et à provoquer le retrait précipité de plusieurs masques à plumes. Arabella Glenworth Y avait promptement rappelé à l'ordre et dépêché le valet de pied emprunté pour la soirée au domaine de Glenworth pour téléphoner aux gendarmes. L'inspecteur Krell, appelé de Lowe Dillington, est arrivé juste avant minuit. Mince, sérieux, et avec une moustache malencontreuse qui lui donnait un air perpétuellement inquiet, il avait pris les choses en main avec une efficacité tranquille. Lorsque les premiers rayons du soleil filtraient par les fenêtres du Birchwood Club, la mascarade s'était terminée dans le silence, et les invités, désormais démasqués et pâles, furent autorisés à partir. Miss Marple était rentrée seule à pied, refusant l'offre de la femme du pasteur de la raccompagner dans l'Austin de son mari, toujours déguisée en Cléopâtre. À présent, le ciel couvert et le village tendu par des théories inachevées, Miss Marple se tenait dans son salon, regardant sa bouilloire bouillir. Elle remuait lentement son thé et reposait la cuillère sur la soucoupe avec un léger tintement. Une petite trace de rouge à lèvres avait percé le cou de Viola Langridge. Pas une égratignure, pas une blessure, juste un résidu de maquillage légèrement décalé. Mais Miss Marple l'avait remarqué. Elle se souvenait aussi que Viola avait refusé du vin plus tôt dans la soirée,
demandant un verre d'eau qu'elle avait apporté au salon de jeu. Les autres femmes avaient murmuré, bien sûr. Viola Langridge était, à leurs yeux, précisément le genre de femme qui attire les ennuis. Elle n'était pas mariée, pas du village, et portait des vêtements qui semblaient un peu trop chers pour une décoratrice d'intérieur indépendante. Miss Marple savait que dans les villages comme Saint-Mildredès, la suspicion était souvent cousue de soie et de fierté. À 11 heures précises, la sonnette retentit. C'était Madame Weatherby, les joues rouges de détermination et son sac serré comme un vase. « Je ne resterai pas, dit-elle, même si elle retira ses gants en entrant. Je me suis dit qu'avec tout ce qui se passait, vous voudriez peut-être savoir ce que les gens disent. » Miss Marple lui offrit une chaise et une tasse de thé, qu'elle accepta avec une légère réticence. On dit, commença Madame Weatherby, que c'était du poison. Vraiment? Oh oui. Apparemment, elle est partie très soudainement. Arabella a dit qu'elle était gelée en un instant, comme si on avait éteint la mèche. Et puis il y a l'affaire du verre d'eau. Qu'est-ce qui compte? Eh bien, il a disparu. Miss Marple inclina légèrement la tête. Curieux, n'est-ce pas? Ils ne l'ont retrouvé nulle part. Et le pauvre valet de pied, terrifié, jura n'en avoir amené qu'un. Et l'inspecteur Krell, terriblement sinister. Il ferma immédiatement la pièce. Il ne dit rien avant d'avoir parlé au médecin. Madame Weatherby se pencha en avant, la voix baissant d'une octave. On dit qu'elle est morte avant le cri. Qu'elle était déjà morte quand ils l'ont trouvée. Mademoiselle Marple fit un petit signe de tête pensif. Cela suggérait une mort très silencieuse. Exactement. C'est pourquoi les gens pensent que c'était dans l'eau. Ou le rouge à lèvres. Vous savez, ces choses peuvent être absorbées par la peau. En effet. J'ai lu un article un jour sur un agent bulgare qui... Silence. Il y eut un silence pendant que Madame Weatherby sirotait et s'installait. J'ai toujours dit que cette femme apportait une tempête avec elle, ajouta-t-elle. Trop de parfums, trop d'opinions. Et cette histoire avec Arabella au printemps dernier. Oui, dit doucement Mademoiselle Marple. Je m'étais posé la question. Vous savez, certains pensent qu'Arabella était jalouse. Viola était plutôt frappante, à sa manière, et très proche de ce M. Chudley. Trop près, disaient certains. Madame Chudleigh, rouge comme une tomate toute la soirée. Elle est partie avant que les lumières ne soient rallumées. Elle a dit avoir une migraine. A dit Miss Marple. Et quelqu'un a-t-il vu Viola après le toast? Pas que je sache. Elle s'est éclipsée sans bruit. Les tasses de thé ont été vidées, et Madame Weatherby est partie peu après, laissant derrière elle un léger sillage de lavande et de spéculation. En début d'après-midi, l'inspecteur Krell avait commencé les entretiens officiels au Birchwood Club. La plupart des invités ont été convoqués un par un à la bibliothèque, où le tic-tac d'une horloge de parquet rendait chaque silence plus long que nécessaire. Arabella Glenworth est passée la première. Posée, majestueuse, vêtue de sa veste en tweed et de sa broche, il ne restait aucune trace de sa perruque poudrée. Elle a répondu aux questions calmement, même si son regard a brillé une fois lorsqu'on l'a interrogée sur sa précédente rencontre avec le défunt. Le révérend Tolley était le suivant, toujours aussi désolé pour son costume de pirate et insistant sur le fait que le poison était un peu théâtral pour notre paroisse. Sa femme arriva 1 heure plus tard et garda un silence ostensible sur la robe de Viola. À 4 heures, Miss Marple n'avait toujours pas été appelée. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle était dans son jardin, taillant les derniers chrysanthèmes, lorsque la jeune Dora Moffat descendit l'allée en bondissant, les joues rouges et un papier plié à la main. « Maman dit que l'inspecteur te cherche. » Au club. Miss Marple hocha la tête, retira ses gants et se lava les mains dans la bassine près de la serre. En nouant son châle et en partant, elle s'arrêta au coin du chemin et regarda le village, calme, blotti et parfaitement ordinaire. Sauf, bien sûr, que quelqu'un à Saint-Mildred avait tué une femme la nuit précédente. Et il l'avait fait si doucement, si discrètement, que même maintenant, on ne savait pas vraiment qui l'avait remarqué. Mais Miss Marple l'avait remarqué. Comme toujours. Dans des villages comme Saint-Louis, les dimanches après-midi avaient leur propre rythme.
L'écho des cloches des églises, l'odeur de l'agneau rôti s'échappant des fenêtres des chaumières, et le cliquetis lointain de la vaisselle lavée tandis que les ragots de la semaine infusent comme du thé. Mais ce dimanche-là, l'air était plus tendu. Les gens s'attardent plus longtemps aux portes des jardins. Les commerçants restaient trop longtemps sur le seuil de leurs portes, à astiquer des étalages qui n'en avaient pas besoin. Même les chiens semblaient aboyer moins. Au Birchwood Club, l'inspecteur Krell restait retranché, poursuivant sa lente rotation de la liste des invités. Ses agents patrouillent dans les couloirs avec l'air méfiant d'hommes espérant ne rien toucher. Krell avait déjà formulé une théorie, comme tous les inspecteurs ont tendance à le faire très tôt, non pas à partir de preuves, mais d'après le ton, l'instinct et la façon particulière dont les suspects s'attardaient avant de répondre aux questions. Il soupçonnait quelqu'un du coin. L'empoisonnement était un acte délibéré. Froid. Il suggérait connaissance, patience et accessibilité. Il soupçonnait aussi du ressentiment. Peut-être de la jalousie. Quelque chose de trop ancien pour être encore exprimé à voix haute, mais de trop profond pour disparaître un jour. En milieu d'après-midi, un soleil pâle perça derrière les nuages, et Miss Marple, fraîchement rentrée de son entretien avec Krell, fit sa promenade habituelle le long de la pelouse. Elle s'arrêta brièvement au presbytère pour s'enquérir du treillis de rosiers, puis, après une pause non négligeable, s'engagea dans le chemin de derrière menant au cottage des Shudleg. C'était une belle maison, en briques rouges, ornée de lierres grimpants et d'une grande baille vitrée donnant sur le salon. Un feu y était allumé, et à travers le rideau de dentelle, Miss Marple distingua la silhouette de M. Shudleg, trapu, les tempes grises, lisant un journal d'un air raide. Elle ne frappa pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle fit le tour du jardin, longeant lentement la latérale où le sentier du jardinier laissait entrevoir le jardin. Là, parmi les soucis au point de givrer, se tenait Madame Shudleg. Ni jardinier, ni composé des fleurs, simplement debout, une main gantée agrippée à la poignée d'un arrosoir qu'elle n'avait pas renversé. Miss Marple ne lança pas un regard. Elle observa un instant, puis poursuivit son chemin, comme si rien de particulier n'avait attiré son attention. Les Shudleg étaient curieux, même selon les critères du village. Ni appréciés ni détestés. Lui était épicier de métier, mais avait récemment pris sa retraite pour gérer quelques immeubles de rapport. Elle avait été secrétaire du club de jardinage et trésorière du comité des dames de Birchwood, des fonctions qui exigeaient discrétion et invitent à l'observation. Et pourtant, malgré leur position, on parlait rarement d'eux directement. On baissait la voix lorsqu'on évoquait la soudaine prospérité de M. Shudleg ou comment la sœur de Madame Shudleg avait été surprise un jour en train de modifier les chiffres du livre de la tombola. Miss Marple rentra chez elle et s'installa dans son fauteuil près du feu, un carnet sur les genoux. Elle n'écrivit pas dedans. Elle l'ouvrit simplement et fixa la page blanche. Elle pensait au verre. C'était un petit objet, et pourtant il avait disparu. Ce n'était jamais le fruit du hasard. On laisse des verres, on les oublie, on les renverse, mais on ne les retire pas et on les cache sans raison. Quelqu'un avait voulu qu'ils disparaissent. Et quelqu'un avait veillé à ce qu'ils disparaissent. Le lundi matin, les agents avaient élargi leur interrogatoire au personnel de maison. Le valet de pied emprunté, Thomas, admit sous la pression qu'il n'avait pas vu où le verre était passé, seulement qu'il avait aperçu Madame Shudleg près du salon, juste avant le cri. « Je pensais qu'elle était retournée chercher son châle, » dit-il en tripotant sa casquette. Elle était pâle. Et avait-elle emporté quelque chose? Avait demandé Krell. Le valet hésita. Eh bien, elle avait son sac à main. Mais elle le tient toujours. Elle le serre fort, elle le fait. Krell prit note et le renvoya. Pendant ce temps, Miss Marple se rendait chez Madame Pembroke, la femme qui avait découvert le corps. Madame Pembroke, âgée et raidie par l'arthrite, ouvrit la porte en robe de chambre et affichait une expression de supériorité lasse. « Je ne parlerai pas aux journalistes, » dit-elle. « Je n'en suis pas une, » dit Mademoiselle Marple d'un ton doux. « J'ai apporté des scones. » Madame Pembroke, non sans cérémonie, la laissa entrer. Autour du thé,
Elles évoquèrent le chauffage du club, toujours irrégulier. Le malheureux incident avec le saumon fumé au brunch de Pâques de l'année dernière, et enfin, dans un soupir, les événements de samedi soir. Elle était déjà morte, je crois, dit madame Pembroke, le regard fixé sur sa tasse. Elle n'est pas tombée. Elle s'est affaissée. Il n'y eut aucun bruit, aucune lutte. Et son masque? Par terre, à côté d'elle. Un de ces objets sophistiqués. Des liens en satin. Je m'en souviens parce que l'un d'eux était déchiré, pas déchiré, juste tendu. Comme si quelqu'un l'avait tiré trop fort. Aurait-il pu gêner? Demanda Miss Marple. Je suppose que oui. Elle était toujours un peu théâtrale. Et était-elle seule? Madame Pembroke fronça les sourcils. Je ne voyais personne d'autre. Mais j'entendis des pas. Avant que vous ne criiez. Oui, dans le couloir. Des bruits légers. Puis disparut. Miss Marple termina son thé et partit peu après, traversant lentement le village, l'esprit occupé. Un masque déchiré. Un verre disparu. Une femme debout silencieuse parmi les soucis, son arrosoir sec. Tout était très silencieux, et d'autant plus révélateur. Le lendemain matin, une nouvelle rumeur circula. L'inspecteur Creel avait demandé une liste des poisons disponibles à la pharmacie du coin, et qu'on avait demandé à M. Percival, le pharmacien lui-même, si quelqu'un avait récemment acheté un produit contenant de la digitale, de l'arsenic ou du cyanure. Il était, apparemment, devenu tout pâle. Mais Miss Marple savait que la plupart des meurtres dans les villages ne reposaient pas sur des substances rares. Ils reposaient sur l'accès, sur des choses ordinaires, utilisées de manière inhabituelle, et sur la certitude que personne ne regarderait de trop près quelqu'un qui n'élèverait jamais la voix. Mardi, l'enquête a été retardée. Le coroner attendait les derniers examens. Et le village, agité et nerveux, continuait à cuire du pain, à tricoter des écharpes et à chuchoter un peu plus fort. Miss Marple observait tout cela se dérouler comme un tableau. Elle savait que la solution ne se trouvait pas dans le laboratoire. Elle se trouvait quelque part parmi les détails que tout le monde oubliait déjà. Et elle savait autre chose aussi. L'assassin de Viola Langridge n'avait pas agi à la hâte. Il l'avait fait avec de la pratique. Le mercredi matin, Saint Mildred avait adopté le rythme particulier qui s'empare d'un village pendant une enquête ouverte. Ni tout à fait le deuil, ni tout à fait le scandale, mais quelque chose de nerveux entre les deux. La vie continuait, mais avec un fond d'inspection. Chaque conversation était à moitié codée, chaque cours était l'occasion de recueillir ou de diffuser des informations. Et le Birchwood Club, autrefois symbole de gentillesse discrète, est devenu le centre du malaise. L'inspecteur Creel était revenu ce matin-là, non pas pour des entretiens, mais pour arpenter les lieux. Il fit le tour du bâtiment, s'arrêtant près de l'arche du jardin, puis traversa prudemment le vestiaire, s'arrêtant comme s'il le voyait. Le verre manquant n'avait toujours pas été retrouvé. Personne ne l'avait trouvé dans les cuisines, l'arrière-cuisine, les poubelles ou les vestiaires du personnel. Personne n'avoua l'avoir pris. Mais Creel avait des soupçons, et avec les soupçons, des noms. À midi, il en avait deux. La première était Madame Shudleg. Ce n'était pas un hasard. Plusieurs invités avaient confirmé qu'elle avait apporté un verre à Mademoiselle Langridge. Le valet de pied l'avait aperçue près de la salle de jeu. Elle avait quitté le bal masqué plus tôt que prévu. Le plus accablant peut-être aux yeux de l'inspecteur, elle avait un jour, 5 ans plus tôt, organisé un dîner où un invité était tombé malade après avoir bu le consommé. Creel, bien sûr, ne pouvait pas encore l'inculper, il n'y avait aucune preuve, aucun empoisonnement confirmé, aucun verre retrouvé. Mais dans l'esprit de nombreux villageois, cela importait peu. Elle était froide, inflexible et trop fière. C'était suffisant. Le deuxième nom était moins attendu, M. Shudleg. Plusieurs personnes, dont le révérend Tolley, l'avaient remarqué parler en privé à Viola Langridge à plusieurs reprises ce soir-là. Une serveuse du traiteur affirme l'avoir vu lui offrir le bras alors qu'il se dirigeait vers le couloir. Une autre invitée affirmait les avoir vus trop près l'un de l'autre pendant le toast.
Krell ne savait pas encore quel Schudleg il préférait pour le rôle du suspect, mais il ne doutait pas que l'un d'eux soit impliqué. Ainsi, les rumeurs commencèrent à se scinder en deux. Certains chuchotaient l'histoire d'une épouse jalouse, humiliée, acculée, froide. Et d'autres soupçonnaient une liaison qui avait mal tourné, un homme qui avait peut-être promis quelque chose et qui craignait maintenant d'être démasqué. Miss Marple entendit les deux versions à parts égales. Mais elle n'en ajouta rien. Elle passe une bonne partie de la journée de mercredi à relire tranquillement de vieilles notes prises lors d'une conférence du Women's Institute sur les plantes médicinales. Elle rendit visite à la femme du pasteur et l'aida à démêler un écheveau de laine particulièrement gênant. Puis elle retourna au Birchwood Club, non pas pour parler à la police, mais pour récupérer un châle qu'elle avait oublié et s'enquérir poliment de la santé de Madame Glenworth. Elle est assez bouleversée, bien sûr, dit Mademoiselle Peterbridge, l'une des doyennes, à voix basse. Mais vous savez, Arabella, elle ne laisserait pas la maison s'écrouler simplement parce que quelqu'un y est mort. Bien sûr que non, dit doucement Miss Marple. Mais entre nous, Jane, ajouta Mademoiselle Peterbridge en baissant encore la voix, elle n'appréciait pas Mademoiselle Langridge. Et ce n'était pas seulement à cause de la dispute du printemps dernier. Viola, eh bien, elle avait le don de se mettre là où on ne la sollicitait pas. Comme le frère d'Arabella, par exemple. Je suis venu de Londres pour la garden party d'été. Viola s'était attachée à fond. Ce n'était pas subtil. Miss Marple hocha poliment la tête, la remercia pour le châle et partit. De retour à son cottage, elle ouvrit sa petite boîte à couture et en sortit une épingle, non pas pour une tâche particulière, mais parce qu'elle provenait d'une boîte de cadeaux que Viola avait distribuée lors d'un déjeuner le mois précédent. Une soirée caritative. De minuscules cadeaux, chacun orné d'un ruban et d'une phrase. Viola en était terriblement fière. Et Miss Marple se souvenait alors d'un souvenir étrange. Madame Schudleg en avait refusé un. C'est plutôt vulgaire, avait-elle dit en l'écartant de sa main gantée. Était-ce de l'aversion ou de la peur des fréquentations? Ce soir-là, l'inspecteur Krell rendit une visite officielle au cottage des Schudleg. Il arriva juste après la tombée de la nuit, ses notes à la main et un froncement de sourcils délibéré. Madame Schudleg le reçut avec raideur. Monsieur Schudleg se tenait à proximité, les mains derrière le dos. « Merci de m'avoir reçu », commença Krell. « Il s'arrête direct. Nous enquêtons toujours sur les circonstances de la mort de Mademoiselle Langridge. Vous n'êtes pas suspecté, mais vous suscitez un intérêt considérable. Ni l'un ni l'autre des Schudleg n'a bougé. 3 invités nous ont confirmé que, Madame Schudleg, vous aviez apporté un verre d'eau à Mademoiselle Langridge juste avant qu'on ne la voie vivante pour la dernière fois. Je l'ai fait, dit-elle simplement. Et où l'avez-vous placé? Sur la table, près de sa chaise. L'avez-vous vu boire? Non. Et après qu'elle l'ait laissé? Je ne saurais le dire. L'avez-vous déplacé? Non. Vous en êtes-vous débarrassé? Certainement pas. Et vous, Monsieur Schudleg, avez-vous vu votre femme toucher à nouveau le verre? Je ne l'ai pas fait, dit-il sèchement. Et je ne comprends pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, dit Krell, bien que son ton suggérait le contraire. Je rassemble des faits. Il marqua une pause, puis changea de sujet. Monsieur Schudleg, connaissiez-vous bien Mademoiselle Langridge? Schudleg hésita, et cette hésitation en dit plus long que toute réponse. Nous nous connaissions. Elle a participé à un projet de rénovation sur une propriété que je possède. Juste ça? Oui. Saviez-vous qu'elle avait parlé de vous dans les semaines précédant sa mort? Un silence. Qu'a-t-elle dit? Ce n'est pas à moi de le révéler. Mais je suis obligé de vous demander. A-t-elle jamais menacé de vous dénoncer de quelque manière que ce soit? Chantage? Plainte? Personnelle ou financière? Schutlatz serra las dents. Elle fit des suggestions. Je les ignorais. Votre femme était-elle au courant de ces suggestions? J'ignore ce qu'elle savait. Krell referma lentement son carnet. C'est tout pour le moment. Il se leva, sans faire preuve de courtoisie, et les laissa dans le silence de leur salon. Dehors, le ciel était sombre et l'air glacial. Et quelque part,
Dans le silence grandissant du village, Miss Marple était assise à sa fenêtre, le feu crépitant à côté d'elle, son tricot inactif sur ses genoux. Elle n'était pas plus près de la réponse, pas comme l'inspecteur Krell l'aurait cru. Mais elle commençait à entrevoir les contours de la vérité. Parce qu'elle savait quelque chose que Krell ignorait. Quand on ment dans un village comme Saint-Mildredes, c'est rarement dans ses paroles. C'est dans la personne qu'on refuse de regarder. Je continue. Jeudi matin, un léger gel a glacé les allées du jardin, donnant au et un éclat cassant. Les rues de Saint-Mildredes étaient plus calmes que d'habitude, non pas à cause du mauvais temps, mais par anticipation. Une rumeur avait commencé à circuler, annonçant une arrestation imminente. Personne ne pouvait dire comment, mais tous s'accordent à dire qu'il s'agissait de Madame Schudleg ou de son mari. Mademoiselle Marple, en revanche, semblait inhabituellement apaisée. Elle se levait tôt, prenait son petit déjeuner à la même heure que d'habitude et arrosait ses plantes d'intérieur avec une attention soutenue. Il n'y avait aucune urgence dans sa routine, seulement la confiance tranquille d'un esprit assemblant son puzzle pièce par pièce. Elle avait passé la soirée précédente à passer en revue non pas des faits, mais des impressions. Pourquoi Madame Schudleg avait-elle insisté, si calmement, pour ne pas avoir retiré la vitre? Pourquoi M. Schudleg n'avait-il pas demandé ce que Viola avait dit de lui? Et pourquoi tant d'invités avaient-ils été incapables de décrire la tenue de Viola, malgré son costume ostentatoire de Marie-Antoinette? C'est ce dernier détail qui attirait Miss Marple, châle soigneusement noué, au Birchwood Club une fois de plus. Elle arriva peu après 10 heures et fut accueillie par la secrétaire du club, Miss Peterbridge, qui semblait à la fois inquiète et soulagée. « Oh, Miss Marple, nous venons de rouvrir la salle de jeu, dit-elle en baissant la voix. Les hommes de l'inspecteur Krell ont fini de relever les empreintes digitales hier soir. Arabella est terriblement contrariée par le tapis. Vraiment? Demanda Miss Marple Dowsmet. Je me demande si je pourrais juste entrer? J'y ai laissé une aiguille à tricoter pendant le bal masqué. Je la soupçonne d'avoir glissé sous le siège. Tant pis, je suppose que ce serait bien. Miss Peterbridge hésita un instant avant de sortir la clé et d'ouvrir la porte. La salle de jeu était telle que Miss Marple s'en souvenait. Au plafond, mur lambrissé, un lourd canapé près de la cheminée. Une légère odeur florale persistait, non pas de rose ou de lavande, mais de parfum. Une trace persistante de viola, peut-être. Miss Marple se dirigea vers le canapé et s'y affala avec une aisance éprouvée. Son regard ne dériva pas au hasard. Il se déplaça avec une détermination silencieuse. Elle regarda sous le canapé, bien sûr, et derrière. Elle se pencha près de la garniture du mur où la poussière s'était déposée de manière inégale. Puis, après un moment d'immobilité, elle passa la main derrière l'accoudoir et la sortit lentement. Entre ses doigts se trouvait un petit morceau de ruban de satin. Déchiré, légèrement froissé, avec une tache rouge sur un bord. Pas grand, pas évident, mais indéniablement d'un masque de mascarade, les mêmes liens souples que Viola avait portés. Miss Marple le tint un instant dans sa paume, réfléchissant. Un lien de masque déchiré signifiait une lutte. Mais il n'y en avait eu aucune trace. Pas de meubles renversés, pas de cris. À moins que le masque n'ait été déchiré non pas par la peur, mais par le retrait. Elle empocha délicatement le ruban, murmura un remerciement poli à Miss Peterbridge et prit congé. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta à la petite pharmacie de High Street. Monsieur Percival, le pharmacien, astiquait un étalage de lotions capillaires et s'efforçait de paraître imperturbable. Il se redressa vivement en la voyant. « Bonjour, Miss Marple. »« Bonjour, Monsieur Percival. Je ne serai pas long. Je voulais juste un petit pot de glycérine. Et peut-être une question, si vous le permettez. » Il cligna des yeux. « Oh, oui, certainement. L'inspecteur Krell vous a interrogé sur d'éventuelles ventes récentes de substances inhabituelles, n'est-ce pas? » Il hocha la tête, légèrement pâle. « Oui, il voulait en savoir plus sur l'arsenic, le cyanure, tout ce qui pourrait être utilisé. »« Bien sûr. »
Mais je me demandais si quelqu'un avait acheté une teinture de belladone ces 2 dernières semaines. L'expression DM. Percival S.E. Figia. C'est bien oui, en fait. Un petit flacon. Pour un usage cosmétique. Des gouttes pour les yeux, soi-disant. Je le lui ai déconseillé. Qu'il a acheté? Il hésita, puis regarda la boutique vide avant de se pencher en avant. Mademoiselle Langridge. Environ une semaine avant la fête. Je vois, dit doucement Mademoiselle Marple. Et semblait-elle bien informée? Elle dit que c'était pour une démonstration. Une reconstitution historique ou quelque chose comme ça. Elle insista beaucoup. Merci. Vous m'avez été d'une grande aide. Elle quitta la boutique et rentra chez elle, la belladone s'agitant dans ses pensées. À l'époque victorienne, les femmes l'utilisent pour dilater leurs pupilles, d'où le nom de belladonna, belle dame. Mais même en infime quantité, elle pouvait provoquer des étourdissements, de la confusion, en quantité suffisante, la mort. Viola possédait donc un poison. Mais avait-elle l'intention de l'utiliser? Ou quelqu'un d'autre l'avait-il utilisé contre elle? Ce soir-là, Mademoiselle Marple était assise dans son bureau, le feu allumé doucement et le courrier du jour non ouvert. Elle posa le ruban sur la table devant elle. Elle examina le bord de la tache. Ce n'était pas du sang. C'était du rouge à lèvres riche, rouge et brillant, une teinte particulière. Et Miss Marple, qui avait vu Madame Chudleigh refuser de mettre du rouge à lèvres à chaque rassemblement villageois ces 10 dernières années, se souvenait alors d'un souvenir étrange. Viola n'avait pas non plus porté de rouge à lèvres. Elle portait une teinte plus douce, du bois de rose, comme on l'appelait. Le rouge devait venir de quelqu'un d'autre. Miss Marple repensa au verre disparu, au masque disparu, à ce moment de silence entre deux danses où quelqu'un s'était penché, avait murmuré quelque chose et avait bu une gorgée sans être vu. Un indice, donc. Pas un indice grandiose. Un fragment. Une couleur. Mais dans des villages comme Saint-Mildredès, la vérité était souvent cousue dans les plus petits fils. Et ce ruban, taché de rouge et déchiré, allait se révéler être la couture qui dénouerait tout. Le lendemain de la découverte du ruban par Miss Marple, Saint-Mildredès commença à avoir l'impression de retenir son souffle. Les journaux, la Lower Dillington Gazette et le bulletin paroissial, plus restreint, titraient prudemment « Tragédie au bal de Birchwood et la police poursuit son enquête sur un décès lié à un bal masqué ». Aucun des deux n'employa le mot meurtre, mais chacun lut entre les lignes. Dans les salons de réception et les files d'attente des boutiques du coin, la même question résonnait dans les conversations. Pourquoi personne n'avait encore été arrêté? L'inspecteur Krell n'était pas venu au village ce matin-là. Certains supposent qu'il avait été appelé. D'autres, qu'il attendait simplement pour surveiller. Mais Miss Marple savait qu'il était plus mal placé. Il était probablement bloqué, non pas par manque de suspect, mais par manque de certitude. Il avait des questions, mais ses preuves restaient circonstancielles. Et les deux Chudleigh se montrant discrets et calmes, il n'y avait pas grand-chose à faire valoir. Miss Marple, cependant, savait que dans les villages, les réponses ne venaient pas toujours de la pression. Souvent, elles venaient du silence. Cet après-midi-là, elle rendit visite à la seule personne que personne n'avait encore interrogée sur la nuit en question, Madame Glenworth. Arabella Glenworth, habitait les chambres à l'étage du Birchwood Club, dans ce qui avait été l'ancienne chambre d'enfants. Les pièces étaient lumineuses, avec de hautes fenêtres et un papier peint délavé orné de guirlandes. Elle accueillit Miss Marple à la porte, vêtue d'une robe de chambre bleu marine et d'un air de politesse lasse. « Je pensais que vous viendriez, » dit-elle en invitant à entrer. « Une courte visite seulement, » lui assura Miss Marple. « Je passais par là et je pensais que vous auriez besoin de compagnie. » Arabella offrit du thé, que Miss Marple accepta avec une gratitude polie. Le plateau arriva rapidement, une habitude des ménages bien tenus, et les deux femmes s'installèrent près de la cheminée. « La police vous a-t-elle embêté ?» demanda Miss Marple au bout d'un moment. Arabella esquissa un sourire cassant. Pas dérangeant, simplement insistant.
L'inspecteur Cray la questionna à nouveau au sujet de la dispute du printemps dernier. Et que lui avez-vous dit? La vérité. Que ce n'était rien. Vraiment? Arabella regarda sa tasse de thé. Viola avait des ambitions. Elle mettait plusieurs personnes mal à l'aise. Elle avait une façon de sourire tout en disant quelque chose de désagréable. Et elle était très douée pour se présenter comme indispensable. Au club? À tout le monde. Vous a-t-elle menacé? Arabella ne répondit pas au début. Puis elle reposa délicatement sa tasse dans sa soucoupe. Elle suggéra que certains points soient abordés lors de la réunion annuelle du comité. Que j'avais détourné des fonds. Que j'avais une raison de partir. Et vous? Non. Mais on aurait pu le croire. Un soupir. Uniquement par négligence. J'ai réparé l'erreur discrètement. Mais cela aurait été humiliant qu'elle l'ait révélé publiquement. Miss Marple hocha légèrement la tête. Arabella, dit-elle après une pause, je me demande si vous vous souvenez du rouge à lèvres que portait Viola ce soir-là. Son hôte parut surpris. Une teinte pâle, comme du mauve, ou du rose sombre. Pas du rouge? Oh non. Elle dit que sa bouche était rouge. Curieuse, dit Miss Marple, presque pour elle-même. Arabella hésita, puis se pencha en avant. Pensez-vous que c'était délibéré? Jane? Je veux dire l'empoisonnement. Que quelqu'un l'a vraiment fait exprès. Moi oui, répondit Miss Marple. Je pense que quelqu'un a choisi une méthode suffisamment discrète pour passer inaperçu dans une salle bondée. Et je crois que quelqu'un a retiré la seule chose qui pouvait le prouver, le verre. Arabella reste parfaitement immobile. Ils vont bientôt arrêter quelqu'un, n'est-ce pas? Miss Marple ne répondit pas. Elle se contenta de siroter son thé. Plus tard dans l'après-midi, la femme du pasteur, Madame Tolley, rendit visite à Miss Marple à l'improviste, portant un panier de confiture de poire et l'air inquiet. « Jane, dit-elle, pas encore assise, je m'inquiète pour Dora. »« Dora Moffat? » »« Oui, elle est bizarre depuis la fête. Pas comme d'habitude. Sa mère dit qu'elle est nerveuse. Et hier soir, on l'a trouvée en train de pleurer dans le jardin. » Miss Marple leva les yeux avec intérêt. Était-elle présente au bal masqué? Elle aidait à porter les manteaux. Elle travaillait au vestiaire pour gagner de l'argent de poche. Rien de plus. A-t-elle vu quelque chose? Elle dit que non, mais je crois que oui. Ou entendre quelque chose. Miss Marple la remercia, la raccompagna jusqu'à la porte, puis, après un moment de réflexion, se dirigea vers la maison des Moffat. Elle trouva Dora derrière la maison, en train de donner des miettes à 2 pigeons. La jeune fille sursauta à l'approche de Miss Marple, mais se détendit rapidement sous sa voix calme. « Dora, dit Miss Marple gentiment, je me demande si tu pourrais m'aider. Je ne suis pas censée dire quoi que ce soit. Alors je ne te le demanderai pas. Mais peut-être que tu pourrais hocher la tête si j'ai raison. » La jeune fille parut incertaine, mais curieuse. « Tu étais au vestiaire toute la nuit? » Un hochement de tête. « Tu as vu Madame Chudleigh entrer. Avait-elle un verre sur elle? » Un long silence. Puis un léger hochement de tête. « Et quand est-elle partie? » Dora hésita. Elle ne l'avait pas à ce moment-là. Portait-elle son sac à main? Un hochement de tête plus ferme. « Assez lourd? » « Je crois que oui, » murmura Dora. Elle le tenait bizarrement. Pas comme d'habitude. Miss Marple lui tapota doucement la main. « Merci, Dora. Tu as été très courageuse. » Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière la flèche de la chapelle, Miss Marple passa une fois de plus au presbytère, non pas pour parler au tollé cette fois, mais pour demander si elle pouvait consulter le programme du bal masqué du Birchwood Club. Elle expliqua, avec un vague charmeur, qu'elle avait égaré le sien et souhaitait simplement se rappeler le déroulement des événements. La femme du pasteur lui en fournit un de rechange sans difficulté. Miss Marple rentra chez elle, s'assit près du feu et lut attentivement le programme. Un nom en particulier se détacha non pas par sa présence, mais par son emplacement. Viola Langridge devait réciter brièvement un poème romantique en costume juste après le début du bal. Mais elle ne s'était jamais produite. L'annonce avait été discrètement retirée en milieu de soirée, sous prétexte qu'elle se sentait légèrement mal. Miss Marple fixe la carte. Cela signifiait que quelqu'un savait qu'elle était déjà morte
bien avant le cri. Et rares étaient ceux qui auraient pu prendre cette décision discrètement, sans attirer l'attention. Miss Marple se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux. Tout commençait à s'éclaircir, non pas d'un coup d'œil, mais comme un lent brouillard se dissipant sur un paysage familier. Le tueur n'avait pas porté de masque ce soir-là, mais quelqu'un avait caché la vérité derrière chaque sourire. Le samedi matin, l'ambiance à St. Mildred avait changé. Les soupçons, autrefois diffus et vagues, avaient maintenant une odeur faible, aiguë, comme la fumée dans une pièce close. Les habitants ne spéculent plus à voix haute, ils chuchotaient. Chez l'épicier, les yeux suivaient Madame Chudleigh avec un peu trop d'attention. À la poste, la tentative de conversation enjouée de M. Chudleigh se heurte à des sourires crispés et au silence. Mademoiselle Marple, cependant, ne se joint pas aux spéculations. Elle avait passé la dernière journée dans une solitude silencieuse, à examiner non pas des preuves, mais des souvenirs, le mouvement des mains, la façon dont les voix se tendaient sous une conversation polie, le léger essoufflement qui précédait un mensonge. Son manque de certitude, elle le compensait largement par la lente accumulation de détails humains. Puis, en fin d'après-midi, une enveloppe inattendue arriva. Il était de couleur crème, avec une texture marbrée. À l'intérieur, un seul mot à l'encre violette. « J'ai quelque chose à vous dire. Je ne peux pas l'écrire. Venez, s'il vous plaît. 7h30. Personne d'autre ne doit le savoir. » S'il n'y avait pas d'adresse, mais Miss Marple reconnut l'écriture. Elle appartenait à Cecily Fan, veuve d'un colonel à la retraite et figure banale du Birchwood Club. Silencieuse, observatrice, peut-être oubliée. À 7h30 précises, Miss Marple arriva chez les Fan. La maison était faiblement éclairée et les rideaux déjà tirés. Cecily ouvrit la porte d'une main tremblante. « Oh, Jane, merci d'être venue. »« Bien sûr, » dit doucement Miss Marple. En assessant, elles entrèrent dans un salon tapissé de gravures de chasses délavées et de chiens en porcelaine. Cecily offrit du thé, mais ne le servit pas. Elle s'assit au bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai fait une bêtise, » dit-elle finalement. « Mais je ne sais pas si cela a de l'importance maintenant. J'ai vu quelque chose le soir du bal masqué. Seulement, je n'ai réalisé que c'était important que plus tard. » Miss Marple a hoché la tête sans rien dire. « Je descendais l'escalier latéral, vous savez, celui qui mène des toilettes des dames au vestiaire, et j'ai vu quelqu'un s'éloigner en hâte. Une femme. Mais elle ne portait pas de masque. » Les yeux de Miss Marple se sont légèrement rétrécis. Qui était-ce? Cecily? Cecily a hésité. J. Penzaes K.C. Tate, Arabella Glenworthy. Et maintenant, j'en suis sûr. Elle portait cette robe brune foncée, celle avec les poignets en velours. J'ai vu la manche. Quelle heure était-il? Un peu avant 11h. J'avais un léger mal de tête et je suis allé me reposer un instant. Quand je suis redescendu, la musique venait de reprendre. Miss Marple s'est légèrement penchée en avant. Et que portait-elle? Cecily a cligné des yeux. Un plateau. Mais il n'y avait qu'un seul verre dessus. Un berre en cristal taillé? Oui. Cecily a baissé la voix. Il y a autre chose. J'ai dit à Arabella que je l'avais vue le lendemain. En passant, je ne voulais rien dire. Mais elle reste figée. Puis elle me demanda de ne pas en parler. Elle dit qu'elle ne voulait pas se mêler au ragot. Et vous étiez d'accord? Cecily hocha la tête, impuissante. Je pensais que ce n'était rien. Mais Miss Marple lui serrait la main pour me rassurer. Merci de me l'avoir dit. Lorsqu'elle quitta la maison de Cecily, l'air nocturne était devenu âpre. Un brouillard bas s'enroulait le long des ruelles, fantomatique et tenace. Arabella Glenworthy. Jusqu'à présent, elle avait été prudente, posée, presque maternelle dans son inquiétude. Mais si elle avait apporté le verre à Viola, si elle avait menti à ce sujet, alors son rôle n'était plus secondaire. De retour à Hillside Cottage, Miss Marple alluma le feu et resta assise sans bouger un moment. Il y avait un moment, des semaines auparavant, au thé du presbytère, où Arabella avait évoqué les romans empoisonnés qu'elle trouvait absurdes. Trop malignes, avait-elle dit.
On ne s'empoisonne plus. On divorce ou on laisse des messages menaçants sur les réseaux sociaux. Sur le moment, Miss Marple avait trouvé cela étrangement défensif. Elle sortit son carnet du tiroir de la cheminée. Pas de nom, seulement des initiales, de minuscules croquis de placement de tables de mascarade, d'horaires, de remarques. Un réseau silencieux d'impressions. Elle prit une nouvelle note à côté des initiales d'Arabella. Vert, plateau, observation de Cécilie, couleur de rouge à lèvres. Puis une autre, motif, humiliation, reprisals, protection. Miss Marple ne croyait pas au mal. Pas en tant que force singulière. Elle croyait à la peur, au ressentiment, à l'orgueil blessé, aux petites flammes dangereuses qui pouvaient couver des années sous une surface polie. Et Arabella, dont le nom était encore prononcé avec une certaine révérence par les membres plus âgés du club, avait autrefois régné sur Birchwood. Elle avait cédé sa place à contre-cœur à Viola, la jeune femme au rire plus sonore et au charme stratégique. Et si c'était devenu trop? Pourtant, une chose troublait Miss Marple, le rouge à lèvres. La tache rouge sur le ruban n'était ni celle de Viola, ni celle d'Arabella. Cela ne collait pas, à moins que le ruban ne vienne pas du tout de l'instant fatal, mais d'une seconde rencontre, d'une tentative ratée, d'un plan interrompu, d'un déguisement. Elle repensa au programme, au poème que Viola n'avait jamais lu. Ce poème devait se conclure par un geste symbolique, le retrait du masque, la récitation d'un vers sur la vérité mise à nu. Et pourtant, elle n'était jamais montée sur scène. Miss Marple tendit la main vers la sonnette de la cheminée. Marie, sa gouvernante, apparut quelques minutes plus tard. « Ma chère Marie, dit Miss Marple, pourriez-vous téléphoner à l'inspecteur Krell de ma part? Demandez-lui de passer demain matin. » Marie cligna des yeux. « Vous pensez qu'il viendra ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je m'y attends plutôt. » Le lendemain matin, alors que la brume s'accrochait encore aux haies et que les rues étaient calmes mais vigilantes, l'inspecteur Krell arriva, l'air partagé entre frustration et curiosité. « Vous avez quelque chose ?» demanda-t-il, avant même de s'asseoir. « J'ai quelque chose qui se prépare, » répondit Miss Marple. « Mais j'ai besoin d'une faveur. » Krell haussa un sourcil. « J'aimerais voir le sac à main de Madame Schudleg. » Il fronça les sourcils. « Son sac à main? Elle l'a emporté en quittant le vestiaire, n'est-ce pas? Je crois que vous avez encore les effets personnels récupérés après la fête. » Il hocha lentement la tête. « Ils sont à la gare. Auriez-vous l'amabilité de le faire? » Krell hésita, puis se leva. « Donnez-moi 2 heures. » Et sur ce, il partit. Miss Marple regarda le feu crépiter et pensa non pas aux preuves, mais aux mains. Un sac à main de femme racontait une histoire, mais ce sont les empreintes digitales laissées sur ce qui n'était pas à l'intérieur qui comptaient le plus. Le dimanche matin se leva, gris et froid, le genre de ciel qui semblait peser sur les toits du village. Le givre n'était pas encore levé sur les haies, et une brume pâle planait au-dessus du terrain communal, serpentant le long des sentiers pavés qui menaient à 5000 Dredes Green. À l'intérieur de Hillside Cottage, Miss Marple était habillée comme toujours pour l'église, sans ostentation, mais avec élégance, son manteau gris tourterelle, ses gants souples avec une petite déchirure près de l'ourlet, et un chapeau discret orné d'un ruban de velours. Elle n'aimait pas le drame, et encore moins la théâtralité, mais elle savait que parfois, juste parfois, la vérité avait besoin d'un cadre approprié. Lorsqu'elle arriva sur les marches de l'église, les villageois commençaient déjà à se rassembler. Madame Schudleg se tenait près du porche, le visage pâle, les mains tordant un mouchoir bien trop souvent pour une femme à l'aise. Monsieur Schudleg s'attardait à proximité, parlant à voix basse au vicaire. Arabella Glenworth n'était pas venue. Miss Marple prend place au 3e banc, juste derrière les Schudleg. Les cantiques commencèrent, familiers et inébranlables, mais ses yeux ne fixaient pas l'autel. Ils restèrent fixés sur une seule silhouette 2 rangs plus loin. Dora Moffat. La jeune fille était venue seule. Elle resta assise, raide, les mains jointes sur ses genoux, son regard se portant par moments vers les Schudleg. Et au 3e cantique, juste au moment où la dernière note s'éteignait,
Elle se tourna et regarda Miss Marple droit dans les yeux. Ce n'était pas un hasard. Après l'office, le bavardage habituel reprit devant l'église. Miss Marple fit une petite promenade dans le cimetière. Comme elle s'y attendait, Dora lui emboîta le pas. « Je n'ai pas dormi, » dit la jeune fille sans préambule. « Je trouve souvent que la confession a cet effet, » répondit Miss Marple avec douceur. « Je ne voulais rien voir. Je ne voulais pas m'en mêler. Et pourtant, vous l'étiez. » Dora baissa les yeux sur ses chaussures, maintenant humides de rosée. « Il n'était pas censé être là, » dit-elle doucement. « Il a dit que Madame Chudleigh ne se sentait pas bien et qu'il rentrerait chez lui. » Elle le crut. Je suppose qu'elle le croyait toujours. Et au lieu de cela, je l'ai vu dans le couloir devant le vestiaire. Il avait une bouteille. Quelque chose de sombre, d'huileux. Il en versa juste un peu dans le verre et essuya le goulot avec son mouchoir. Puis il laissa la bouteille dans la poche de son manteau. Et quand Madame Chudleigh revint, elle prit le verre et le lui apporta. Dora hocha la tête. Elle l'ignorait. La voix de Miss Marple était très basse. Vous réalisez, ma chère, que cacher une telle information fait de vous une complice aux yeux de la loi. J'étais effrayé, chuchota Dora. Il m'a vu plus tard. Je pense qu'il savait que j'avais vu. Mais il n'a rien dit. Il s'est contenté d'observer. Miss Marple posa doucement une main sur le bras de la jeune fille. Il faut du courage pour dire ce qui doit être dit. Cet après-midi-là, l'inspecteur Creel étant de nouveau assis dans son salon, Miss Marple lui raconta tout. Il l'écouta en silence, et lorsqu'elle eut terminé, il demanda simplement. « Et vous en êtes certaine? » « Moi, je le suis. »« Mais pourquoi, Miss Marple? Pourquoi un homme comme Chudleigh, respecté, établi, sans grief apparent, commettrait-il un meurtre aussi prémédité? » Miss Marple soupira doucement. Ce n'était pas prémédité. Pas comme vous l'entendez. C'était impulsif, mais construit sur des années de ressentiment. Monsieur Chudleigh était un homme fier, inspecteur. Un homme qui se croyait redevable d'une certaine dignité sur le déclin de sa vie. Viola Langridge lui avait pris cela, riant de ses idées, se moquant de lui lors des réunions du comité, érodant peu à peu sa réputation. Et elle le faisait avec un tel charme que personne d'autre ne semblait le remarquer. Creel franca les sourcils. Pourtant, ce n'était guère un mobile pour un meurtre. Non? Miss Marple se renversa en arrière. Avez-vous déjà vu un homme réaliser qu'il n'est plus craint, plus admiré, simplement toléré? Pour un homme comme M. Chudleigh, c'est la mort la plus lente. Et lorsque Viola rejeta publiquement sa suggestion concernant les finances du club, les qualifiant de pittoresques et de divagations de reliques, quelque chose en lui se brisa. Il y eut un long silence. Et Arabella demanda Creel. Elle se doutait. Peut-être pas au début. Mais lorsque Dora se confia à elle après la mascarade, Arabella paniqua. Elle pensait protéger Madame Chudleigh. Mais elle trouva le verre. Le cachet. Elle pensa que la vérité pourrait se dissiper si on la laissait faire. Creel esse frada les tempis. Et le rouge à lèvres sur le ruban, les yeux de Miss Marple se plissèrent de tristesse. Cela, j'en ai peur, appartenait aussi à M. Chudleigh. Il s'était mis à se maquiller pour la scène, ce qu'il n'avait jamais avoué à sa femme. Viola le surprit en train de se poudrer le nez pour plaisanter. C'était une nouvelle humiliation. Creel expira lentement. Vous peignez un portrait plutôt tragique, Miss Marple. La plupart des crimes, répondit-elle, trouvent leur origine dans la tragédie. L'arrestation eut lieu ce soir-là, à la tombée de la nuit sur le village. Monsieur Chudleigh n'opposa aucune résistance. Il se contenta d'acquiescer à la lecture de l'acte d'accusation et demanda à enfiler son plus beau manteau. Madame Chudleigh plairait doucement dans son salon, santé intacte. Arabella Glenworth démissionnerait plus tard du conseil d'administration du club. E.T. Dora Moffat, elle quittera définitivement St. Mildred's pour prendre un poste dans un établissement plus grand à Brighton. Miss Marple, geste rare, lui écrit une lettre de recommandation. Ce soir-là, seule à nouveau, Miss Marple était assise près du feu,
la pluie reprenant son rythme régulier contre la vitre. Son tricot, intact, reposait sur ses genoux. Dehors, le village était devenu silencieux. And I paisible, and I silencieux. Mais plus silencieux. Elle remuait son thé, sans le boire, et contemplait la lumière vacillante. Dans chaque ville, pensa-t-elle, il y a des masques qui ne tombent jamais et d'autres qui tombent trop tard. Les jours suivants se passèrent dans un étrange silence feutré à 5000 dredes, comme si le village lui-même retenait son souffle. La nouvelle de l'arrestation de M. Shudleg avait circulé avec une surprenante retenue, non pas criée sur le pas des portes ni affichée sur les vitrines, mais transmise comme un mot plié d'une ménagère à une autre, les yeux baissés et la voix plus douce que d'habitude. Dans la file d'attente de l'épicier, Madame Fernby ne s'enquit plus du classement du club de bridge. À la poste, Monsieur Pritchard rend la monnaie à Mademoiselle Marple sans son clin d'œil habituel. Même le temps semblait hésitant chaque matin, commençant par un léger brouillard, se dissolvant seulement vers midi dans un faible soleil, sans jamais vraiment réchauffer les os. Le jeudi, Mademoiselle Marple reçoit un colis. Il était simplement emballé, mais l'adresse de retour indique Glenworth House, Birchwoodland. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe et un livre intitulé Une brève histoire des sociétés villageoises en Angleterre. Arabella Glenworth y avait inscrit simplement. Pour votre insistance discrète sur la vérité. Bien à vous, avec une admiration réticente. Mademoiselle Marple lut l'inscription 2 fois, puis plaça le livre sur l'étagère inférieure à côté de sa chaise, entre les psaumes du révérend Côté et un volume d'histoire du comté annoté au crayon par son défunt neveu Édouard. Elle ne répondit pas aux mots d'Arabella. Certaines conclusions, pensait-elle, ne nécessitent pas d'épilogue. Cet après-midi-là, elle fait sa promenade habituelle dans le chemin menant au presbytère. Les haies, taillées la semaine précédant le bal masqué, montraient déjà des signes d'indiscipline, de fines vrilles pâles pointant vers le chemin. Au loin, 2 garçons jouaient aux billes devant le portail de la maison de Madame Hargreave. Elle se souvint, avec un pincement au cœur, que Madame Hargreave avait été fiancée au frère aîné de Monsieur Shudleg. Tant de strates dans un village, pensa-t-elle. Tant d'histoires oubliées. Au presbytère, elle rejoignit Madame Grayson pour le thé. Elles ne parlèrent de rien de particulier, en particulier du mauvais état du toit de l'école, d'un nouveau recueil de cantiques proposé par l'évêché, jusqu'à ce que Madame Grayson, après un long silence, demande d'une voix hésitante. « Croyez-vous qu'elle était au courant? Madame Shudleg, je veux dire ?» Mademoiselle Marple leva lentement sa tasse de thé. « Je crois que oui, » dit-elle après une pause. Ou du moins, elle le soupçonnait. Mais la suspicion dans un mariage est une chose très discrète. Cela prend racine sans mots et souvent, cela reste. On apprend à vivre avec. Madame Grayson poussa un léger soupir. Elle partira, je suppose. Elle ira chez sa sœur. Oui. Et le club? Miss Marple secoua faiblement la tête. Il y aura un vote, j'imagine. Une réorganisation du conseil d'administration. De nouveaux visages. Les gens diront vouloir du changement. Mais bientôt, ce sera comme avant. Un vernis différent sur le même bois. Madame Grayson sourit tristement. Vous avez vraiment une façon de dire les choses, Jane. Les 2 femmes se séparèrent juste avant le crépuscule. Le ciel était pâle et fin comme du lait, et la fumée des cheminées des maisons montait, en ligne droite et plate. Miss Marple rentre lentement chez elle. Elle passa devant le Birchwood Club sans s'arrêter, bien qu'elle remarquât les volets tirés et l'absence de musique ou de bavardage derrière les murs. Plus tard dans la soirée, elle s'assit seule avec son tricot. La laine était bleu tourterelle, une teinte qu'elle utilisait rarement, destinée à un châle pour le nouveau-né de sa nièce. Mais ses mains travaillent lentement, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la pensée. Elle pensa à Dora, qui commençait sa nouvelle vie au bord de la mer. À Madame Shudleg, qui emballait discrètement ses affaires, sans public ni sympathie. À Arabella, fière et blessée, mais qui ne se cachait plus derrière la précision. Et à Monsieur Shudleg,
non pas tel qu'il était apparu au bal masqué, raide et les joues rouges sous son masque de hibou, mais comme un homme plus jeune, espérant devenir quelqu'un, et réalisant bien trop tard que le monde ne s'était pas arrangé autour de lui. Elle pensa au verre, au whisky empoisonné et au silence qui suivit l'effondrement de Viola Langridge. Tant de silence. Et au cœur de tout cela, la même vérité douloureuse que Miss Marple avait constatée maintes et maintes fois au cours de ces longues années. Ce n'était pas la haine qui engendre ces tragédies, ni la folie, ni même la cupidité. C'était la solitude. Une solitude habillée d'orgueil, de performance, de distraction. Elle prit son thé, maintenant frais, et le but quand même. Le feu avait faibli, projetant de longues ombres sur le tapis. Elle ne fait aucun geste pour l'attiser. Elle écoutait plutôt le tic-tac de l'horloge, le klaxon lointain d'un train quelque part au-delà du village, le silence de la nuit qui reprenait son rythme. Demain, elle rendrait visite à Madame Schudleg. Non pas pour discuter du passé, simplement pour s'asseoir. Peut-être pour offrir une petite distraction, un livre, un pot de confiture, une conversation sur les roses. Mais pour l'instant, elle attendait simplement. Dans le calme de Hillside Cottage, Miss Marple était assise, immobile.